Mars 1945, quelque part le long du Rhin, en Allemagne, un jeune soldat canadien se tenait au milieu d'une cour de ferme boueuse, les mains levées bien haut au-dessus de sa tête. Des troupes allemandes l'encerclaient de toutes parts, leurs fusils pointés sur sa poitrine. Au moins 15 d'entre eux, peut-être plus. Leur visage exprimait la confusion, car ce Canadien ne tremblait pas de peur comme la plupart des soldats capturés. Il ne pleurait pas et ne suppliait pas qu'on lui fasse grâce. Au lieu de cela, quelque chose d'étrange se produisait. Ses lèvres esquissèrent un petit sourire, puis un rire discret s'échappa de sa gorge. Les Allemands se regardèrent les uns les autres, ne sachant que penser de ce prisonnier hilar. Ils n'avaient aucune idée que dans moins d'une minute, 19 d'entre eux seraient morts. Ceci est l'histoire vraie de la façon dont un soldat canadien capturé transforma sa propre reddition en l'une des contre-attaques les plus dévastatrices de toute la campagne du Rhin. Oui, vous avez bien lu ce titre, 19 Allemands tués, 36 secondes. Un Canadien rieur qui refusa d'accepter la défaite, même lorsqu'il était encerclé et apparemment vaincu. En mars 1945, la guerre en Europe atteignait son dernier chapitre. Les Alliés avaient vraiment pénétré profondément en Allemagne même. Le Rhin, la dernière grande barrière naturelle de l'Allemagne, avait été franchie en de multiples endroits. La première armée canadienne combattait aux côtés des forces britanniques, dans une opération massive appelée Opération Plunder. Leur mission était de traverser le Rhin et de briser les dernières défenses allemandes. La victoire semblait désormais certaine. Tout le monde savait que l'Allemagne était en train de perdre. Mais savoir que l'on perd ne signifie pas que l'on cesse de se battre. Chaque kilomètre que les Canadiens avançaient se payait d'un prix terrible. Les Allemands ne fuyaient pas. Ils étaient retranchés, désespérés, se battant comme des animaux acculés. Chaque ferme pouvait dissimuler un nid de mitrailleuses. Chaque rangée d'arbres pouvait cacher une équipe de mortiers. Chaque village d'apparence paisible pouvait devenir un piège mortel. Les soldats allemands savaient que leur pays était envahi. Beaucoup d'entre eux avaient des familles à quelques kilomètres seulement. Ils se battaient avec la fureur d'hommes protégeant leur foyer, même si leur cause était déjà perdue. Les chiffres racontent l'histoire de la brutalité de ces combats. Rien que durant la première semaine des traversées du Rhin, les forces alliées subirent plus de 3500 pertes. Cela représente 3500 hommes tués, blessés ou portés disparus en 7 jours. Les Allemands, bien qu'ils fussent largement inférieurs en nombre et à court de munitions et de ravitaillement, infligeaient encore des pertes à un taux presque équivalent dans certains secteurs. Ce n'était pas la marche victorieuse facile que certains soldats avaient espéré. C'était un combat rapproché vicieux, où la mort pouvait venir de n'importe où, à n'importe quel moment. Les combats autour du Rhin ne ressemblaient pas aux grandes batailles de chars que l'on voit dans les films. C'étaient de petits groupes d'hommes nettoyant des bâtiments pièce par pièce. C'étaient des patrouilles tombant dans des embuscades, dans des champs brumeux. C'étaient des rafales soudaines de mitrailleuses depuis des positions cachées. C'étaient des grenades lancées par les fenêtres. C'étaient des combats au corps à corps dans des caves et des granges. Les deux camps étaient épuisés, effrayés et fonctionnaient à l'adrénaline et au désespoir. Les Canadiens s'étaient forgé une réputation redoutable à ce stade de la guerre, et les soldats allemands les appelaient « troupes de choc » en raison de l'agressivité de leurs attaques. Les Canadiens ne s'arrêtaient pas. Ils ne reculaient un pas. Ils continuaient d'avancer quoi qu'ils se dressent sur leur chemin. Mais cette réputation avait un prix. Être connus comme des combattants d'élite signifiait que les Allemands concentraient leurs défenses les plus solides contre les secteurs canadiens. Cela signifiait des combats plus durs et davantage de pertes. En ce matin froid de mars en particulier, un soldat canadien se retrouva dans une situation impossible, coupé de son unité, encerclé par des parachutistes allemands en infériorité numérique d'au moins 15 contre 1. La plupart des hommes se seraient rendus pour de bon et auraient espéré survivre à la guerre en tant que prisonniers. La plupart des hommes auraient été paralysés par la terreur. Mais ce Canadien n'était pas comme la plupart des hommes. Un plan se formait dans son esprit même tandis qu'il levait les mains. Il avait remarqué quelque chose que les Allemands n'avaient pas encore remarqué. Il avait des armes qu'il n'avait pas trouvées en le fouillant.
Alors qu'est-ce qui pousse un soldat à rire quand des fusils ennemis sont pointés sur son cœur? Que savait ce Canadien que ses ravisseurs ne comprenaient pas? Comment un seul homme, apparemment vaincu et désarmé, peut-il tuer 19 soldats ennemis en seulement 36 secondes? Et pourquoi les Allemands qui ont survécu l'appellent-ils encore le diable rieur près de 80 ans plus tard? Le soldat canadien s'appelait soldat Thomas Higgins, bien que tout le monde dans son unité l'appelât Tommy. Il avait 24 ans et venait d'une petite ville agricole de la Saskatchewan, une province plate des prairies dans l'ouest du Canada où les vents d'hiver pouvaient geler votre souffle dans vos poumons. Tommy avait grandi en travaillant à la ferme de blé familiale, se levant avant l'aube pour faire les corvées, apprenant la valeur du travail acharné et de la persévérance. La vie dans les prairies vous apprenait à continuer même quand les choses devenaient difficiles. Cette leçon allait lui sauver la vie plus d'une fois pendant la guerre. Tommy avait rejoint l'armée canadienne en 1942. Il ne faisait pas partie de cette première vague enthousiaste de volontaires qui s'étaient précipités pour s'enrôler en 1939 et 1940. En 1942, tout le monde savait ce que la guerre signifiait vraiment. Le désastre de Dieppe en août 1942 avait tué ou capturé des milliers de soldats canadiens en une seule journée désastreuse. Tommy connaissait les risques quand il s'engagea. Il y alla quand même parce qu'il estimait que c'était son devoir et parce que ses deux frères aînés s'étaient déjà enrôlés. Il ne pouvait pas rester à la maison pendant qu'ils se battaient. Après l'instruction de base, Tommy fut affecté au régiment des Regina Rifles, faisant partie de la 7e brigade d'infanterie canadienne. Il arriva ensuite en Angleterre au début de 1943 et passa plus d'1 an à s'entraîner pour l'invasion de la France. Le 6 juin 1944, le jour J, Tommy débarqua sur la plage Juno, en Normandie, avec son fusil tenu au-dessus de sa tête pour le garder au sec. Il était terrifié mais continuait d'avancer parce que les hommes à côté de lui avançaient. C'est comme cela qu'on survit au combat. On se concentre sur le pas suivant, la tâche suivante, l'instant suivant. Tommy avait survécu aux combats brutaux en Normandie, où des forêts entières avaient été réduites en éclats par les tirs d'artillerie. Il avait survécu à la bataille de l'Escaut en Belgique durant l'automne 1944, combattant dans des champs inondés et sous une pluie glaciale pour dégager les approches du port d'Anvers. Il avait survécu à l'enfer glacé de la campagne hivernale en Rhénanie, où les engelures étaient aussi dangereuses que les balles ennemies. En mars 1945, Tommy était un vétéran. Il savait comment se déplacer sous le feu. Il savait comment rester calme quand tout autour de lui n'était que chaos. Plus important encore, il savait comment survivre. Ses camarades soldats remarquaient-ils quelque chose d'inhabituel chez Tommy? Alors que d'autres hommes juraient ditch pendant les bombardements d'artillerie ou priaient pendant les échanges de tirs, Tommy racontait des blagues noires, souvent sur la mort elle-même. C'était sa façon de gérer la peur. Certains hommes pensaient qu'il était fou. D'autres trouvaient que son humour les aidait à rester calmes, eux aussi. Son sergent avait dit un jour que le rire de Tommy valait plus qu'une médaille, parce qu'il rappelait à tout le monde qu'ils étaient encore humains, encore vivants, encore capables de trouver quelque chose de drôle même en enfer. En mars 1945, les Regina Rifles étaient en combat continu depuis le jour J. Cela faisait 9 mois de combat avec presque aucun véritable repos. Le régiment avait subi de lourdes pertes tandis que de nouveaux remplaçants arrivaient régulièrement. De jeunes hommes fraîchement venus du Canada qui paraissaient incroyablement jeunes aux yeux des vétérans. Beaucoup de ces remplaçants ne duraient pas longtemps, mais le noyau dur de soldats expérimentés comme Tommy maintenait l'unité soudée. Ils enseignaient aux nouveaux comment survivre. Ils montraient l'exemple. Ils continuaient de se battre même quand ils étaient épuisés au-delà de toute mesure. Tommy portait le fusil standard britannique Lee Enfield numéro 4 que toute l'infanterie canadienne utilisait. C'était une arme fiable, précise jusqu'à 600 mètres, capable de tirer 10 cartouches avant de devoir être rechargée. Mais en combat rapproché, le fusil n'était pas toujours l'arme la plus utile. C'est pourquoi Tommy, comme tous les soldats d'infanterie, portait également des grenades. La grenade standard s'appelait la grenade Mills. Elle avait à peu près la taille et le poids d'une balle de baseball et était remplie d'explosifs et de fragments métalliques.
Quand elle explosait, elle pouvait tuer ou blesser quiconque se trouvait dans un rayon de 10 mètres. La plupart des soldats portaient 2 grenades en équipement standard. Tommy en portait davantage, généralement 4, parfois 6. Il les accrochait à son breulage, les sangles et pochettes en toile qui contenaient tout son équipement. Le sergent de son peloton avait plaisanté en disant que Tommy cliquetait en marchant à cause de toutes les grenades qui pendaient de sur lui. Tommy se moquait du poids supplémentaire. Il avait vu trop de situations où avoir une grenade de plus faisait la différence entre vivre et mourir. Mieux valait porter le poids supplémentaire que de manquer de grenades quand on en avait le plus besoin. En ce jour de mars en particulier, la section de Tommy avait reçu l'ordre de nettoyer une série de fermes près du Rhin. Les rapports de renseignement suggéraient qu'il y aurait une résistance minimale. La plupart des forces allemandes s'étaient supposément repliées de l'autre côté du fleuve pour établir de nouvelles lignes défensives sur la rive opposée. Les fermes étaient censées être vides ou tenues par quelques traînards seulement. Le renseignement avait tort. Un groupe de parachutistes allemands appelés Fallschirmjäger avait établi des positions défensives dans ces bâtiments. Ce n'étaient pas des soldats allemands ordinaires, c'étaient des troupes d'élite, des vétérans qui avaient combattu de l'Afrique du Nord à la Normandie jusqu'au Rhin. Ils étaient en infériorité numérique, surpassés en armement, à court de munitions et de ravitaillement, mais ils étaient déterminés à retarder l'avance alliée aussi longtemps que possible. Chaque heure qu'ils tenaient, leur position était une heure de plus pour que d'autres unités allemandes préparent des défenses plus à l'est. Ils n'avaient aucune intention de se rendre facilement. Ils avaient transformé ces fermes d'apparence innocente en un piège mortel, et la section de Tommy marchait droit dedans. Le matin était froid et humide, un temps typique pour la Rhénanie au début du printemps. Un brouillard épais planait bas sur les champs, comme une couverture grise réduisant la visibilité à peut-être 50 mètres. On ne pouvait pas voir assez loin pour repérer le danger avant d'être juste dessus. La section de Tommy avançait lentement vers la première ferme, armes prêtes, les yeux de chaque homme scrutant les fenêtres et les portes à la recherche du moindre signe de mouvement. Leurs bottes s'enfonçaient dans le sol boueux à chaque pas. Un silence inquiétant planait sur tout. Pas d'oiseaux qui chantaient, pas de bruit d'animaux de ferme, juste le genre de silence qui vous fait dresser les poils sur la nuque. Ils étaient à environ 50 mètres de la ferme quand le monde explosa dans la violence. Des tirs de mitrailleuses éclatèrent de multiples positions simultanément. Des éclairs de bouche jaillirent des fenêtres de la grange d'une position défensive cachée derrière du matériel agricole qu'ils n'avaient même pas remarqué. Le martèlement rapide et caractéristique des mitrailleuses allemandes MG-42 emplit l'air. Ces armes pouvaient tirer 1200 coups par minute. Si vite que les tirs individuels se fondaient en un son continu et déchirant, comme du tissu qu'on arrache. 2 Canadiens tombèrent immédiatement, touchés avant même de pouvoir réagir. Le reste de la section plongea derrière tout ce qui pouvait servir de couvert. Certains atteignirent un muret de pierre, d'autres roulèrent dans un fossé peu profond. Quelques-uns trouvèrent des trous d'obus de combat précédents et se plaquèrent dans la boue gelée. Tout le monde criait. Le sergent hurlait des ordres, mais sa voix était à peine audible par-dessus les tirs. Les balles faisaient jaillir la terre tout autour d'eux, sifflant dans l'air à quelques centimètres au-dessus de leur tête. Dans le chaos et la confusion de l'embuscade, Tommy se retrouva séparé du reste de sa section. Il avait roulé dans une petite dépression du terrain, un creux naturel qui lui offrait juste assez de couvert pour éviter d'être touché. Quand il regarda en arrière vers ses camarades, ils étaient cloués au sol 30 mètres derrière lui. Les mitrailleuses allemandes les maintenaient complètement sous le feu. Quiconque relevait la tête se faisait immédiatement tirer dessus. Ils ne pouvaient pas avancer, ils ne pouvaient pas reculer. Ils étaient coincés. Tommy réalisa que sa situation était encore pire. Il était seul, directement entre les positions allemandes et ses propres hommes. S'il restait où il était, les Allemands finiraient par lui lancer des grenades ou enverraient des soldats le contourner pour le tuer par le flanc. S'il essayait de ramper jusqu'à sa section, il devrait traverser 30 mètres de terrain découvert avec plusieurs mitrailleuses allemandes braquées sur cette zone exacte. C'était du suicide. Personne ne pouvait traverser autant de terrain à découvert. Et survivre, il ne restait qu'une seule option, aller de l'avant, attaquer seul.
contre au moins 15 soldats allemands dans des positions défensives préparées. La plupart des hommes auraient été paralysés par la terreur à ce stade. La plupart des hommes auraient attendu en espérant un miracle. Mais Tommy avait une idée qui se formait dans sa tête, et cette idée nécessitait que les Allemands croient qu'il avait abandonné. Il avait besoin qu'ils le croient vaincu. Il se leva lentement, les mains montant au-dessus de sa tête, son fusil laissé au sol. Ce même rire étrange de tout à l'heure s'échappa de sa gorge, tandis qu'il secouait la tête comme s'il n'arrivait pas à croire sa propre malchance. Les mitrailleuses allemandes cessèrent de tirer. Des voix confuses crièrent en allemand. En effet, Tommy garda les mains bien haut, garda ce sourire inquiétant sur son visage et attendit de voir s'il mordrait à l'hameçon. Un jeune lieutenant allemand émergea de l'entrée de la ferme, pistolet au poing, criant des ordres en allemand. D'autres soldats allemands apparurent de leur position, fusils et pistolets mitrailleurs pointés sur Tommy. Ils l'encerclèrent prudemment, ne faisant toujours pas entièrement confiance à ce Canadien rieur. Tommy les compta rapidement, 19 Allemands visibles, tous à moins de 10 mètres de l'endroit où ils se tenaient. Parfait. Le lieutenant aboya quelque chose dans un anglais approximatif à propos de reddition. Tommy hocha la tête, arborant toujours cet étrange sourire. Des mains allemandes le palpèrent rudement, cherchant des armes. Ils trouvèrent son couteau et le tirèrent de son étui. Ils trouvèrent des chargeurs de munitions de rechange et les jetèrent de côté. Ils vérifièrent ses poches et ne trouvèrent rien de dangereux. Mais dans leur empressement et leur confusion face à ce prisonnier bizarre qui n'arrêtait pas de ricaner, ils commirent une erreur fatale. Ils ne vérifièrent pas soigneusement sous sa veste. Ils ne trouvèrent pas les grenades encore accrochées à son brelage, cachées sous les plis de son uniforme. Les Allemands se détendirent, la tension quitta leur visage. Ils avaient capturé un soldat ennemi sans perdre personne. Le lieutenant criait déjà, probablement pour dire aux autres de venir voir leurs prisonniers. D'autres Allemands commencèrent à se regrouper autour de Tommy, armes baissées, certains d'entre eux souriant maintenant, riant peut-être même de leur propre nervosité. Ils étaient dégueulasses serrés les uns contre les autres, épaule contre épaule, formant un groupe compact. C'était exactement ce que Tommy attendait. Il prit une profonde inspiration. Le sourire disparut de son visage. Ses mains retombèrent. Les doigts de Tommy trouvèrent d'abord les goupilches de 2 grenades simultanément. Les Allemands étaient encore en train d'assimiler ce qu'ils faisaient, cette fraction de seconde critique où le cerveau voit quelque chose mais n'a pas encore compris le danger. Goupille, tirer, une grenade dans chaque main. L'Allemand le plus proche commença à lever son fusil, mais il était trop lent, bien trop lent. Tommy lança la première grenade sur le lieutenant et les hommes les plus proches de la porte de la ferme. Le lancer était parfait, rodé par des centaines d'exercices d'entraînement et des mois d'expérience au combat. La grenade atterrit juste à leurs pieds. Sa main attrapait déjà une 3e grenade avant même que la première ne touche le sol. La première grenade détonna dans une explosion massive qui résonna à travers les champs. Le lieutenant et au moins 5 hommes autour de lui s'effondrèrent instantanément. Les éclats déchirèrent les chairs. Le souffle de l'explosion renversa les autres. Les cris commencèrent. La confusion se transforma en panique. Tommy lança la 2e grenade vers la position de mitrailleuse dans la fenêtre de la grange, tout en tirant simultanément la goupille d'une 3e grenade de l'autre main. La 2e grenade explosa à l'intérieur de la grange, réduisant au silence la mitrailleuse qui avait cloué sa section au sol. Des flammes et de la fumée s'échappèrent par la fenêtre. Tommy lança la 3e grenade sur un groupe d'Allemands qui essayaient désespérément de braquer leurs armes sur lui, mais leurs mains tremblaient. Leurs mouvements étaient maladroits, sous l'effet du choc et de la peur. La 3e explosion faucha 3 autres Allemands à découvert. Ils tombèrent comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils. Les Allemands survivants se dispersaient maintenant, courant se mettre à couvert, certains tirant au hasard sans viser. Tommy était déjà en mouvement, plongeant et roulant au sol pour être plus difficile à atteindre. Il attrapa sa 4e et dernière grenade en roulant, tira la goupillette avec ses dents, même si cela faisait mal, et la lança sur le groupe restant qui essayait d'organiser une sorte de défense derrière une charrette de ferme. L'explosion faucha 4 Allemands qui s'étaient regroupés. La charrette se désintégra en éclats de bois et fragments métalliques volants. Les mains de Tommy étaient vides maintenant. 4 grenades lancées, 4 explosions.
La fumée et la poussière emplissaient l'air, rendant difficile de voir ou de respirer. Ses oreilles bourdonnaient à cause des déflagrations. Il rampa en avant et attrapa un fusil allemand tombé à terre, un Kar 98K, qu'il épaula avec fluidité. 2 Allemands étaient encore debout, hébétés, en sang, essayant de lever leurs armes de leurs mains tremblantes. Tommy tira 2 fois, les 2 hommes tombèrent, puis le silence, un silence complet, à l'exception du bourdonnement dans ses oreilles et des gémissements des blessés. 36 secondes s'étaient écoulées depuis qu'il avait tiré la première goupille de grenade. 19 soldats allemands gisaient, morts ou mourant autour de lui. Tommy resta là un moment, respirant fort, puis vérifia le fusil dans ses mains pour s'assurer qu'il contenait encore des munitions. Derrière lui, il pouvait entendre sa section qui avançait enfin, sortant de leur couvert maintenant que les armes allemandes s'étaient abattues. Tommy se tenait au centre du carnage, respirant fort, la poitrine haletante. La fumée des explosions de grenades dérivait à travers la cour de la ferme. L'odeur chimique des explosifs se mêlait à l'odeur cuivrée du sang. Son uniforme était couvert de terre et de boue. De petites coupures sur son visage et ses mains saignaient, là où des éclats de grenades et des débris l'avaient atteint. Mais c'étaient des blessures mineures. Miraculeusement, pas une seule balle ne l'avait touché. Autour de lui gisaient 19 soldats allemands dispersés en groupes, là où chaque grenade avait atterri. La plupart étaient morts. Quelques-uns bougeaient encore, gémissant de douleur, au-delà de toute aide. De derrière, Tommy entendit des cris en anglais. Sa section avançait, profitant du chaos et de la confusion pour sortir de leur couvert et se précipiter en avant. Ils atteignirent la position de Tommy et s'arrêtèrent net, contemplant la scène dans une incrédulité totale. Des corps partout, des cratères de grenades, du sang, de la fumée. Et Tommy debout au milieu de tout cela, vivant. Son sergent, un homme endurci nommé William Fraser, qui avait vu 3 ans de combat, regarda lentement autour de lui, prenant en compte chaque détail. Sa bouche resta ouverte. Finalement, il retrouva la parole. Les mots exacts qu'il prononça allaient être retenus et répétés pendant des décennies. « Mais qu'est-ce que tu as fichu, bon sang, Higgins ?» Tommy se pencha et ramassa son propre fusil, là où il l'avait laissé tomber avant sa fausse reddition. Il vérifia la chambre pour s'assurer qu'il était encore chargé, puis regarda son sergent avec une expression qui ne montrait aucune émotion. « Ils ne m'ont pas fouillé correctement, sergent, » dit-il simplement. La section se déplaça rapidement pour nettoyer les bâtiments de ferme restants. Ils trouvèrent 3 autres soldats allemands à l'intérieur de la maison principale, cachés dans une cave. Quand ces Allemands virent ce qui s'était passé dehors, quand ils virent les corps de leurs camarades, ils se rendirent immédiatement sans résistance. Leurs mains tremblaient, tandis qu'ils les levaient au-dessus de leur tête. Leur visage exprimait une terreur pure. L'infirmier canadien examina Tommy minutieusement à la recherche de blessures. Hormis les coupures et égratignures mineures, il était indemne. L'infirmier n'en revenait pas. 4 explosions de grenades à bout portant, des dizaines de soldats ennemis lui tirant dessus, et Tommy s'en était sorti avec juste quelques égratignures. L'infirmier secoua la tête et marmonna quelque chose à propos de chance et de miracles. Les 19 pertes allemandes furent confirmées et comptées. 16 avaient été tués sur le coup ou étaient morts en quelques minutes. 3 étaient mortellement blessés et ne survivraient pas à l'heure. Parmi les morts se trouvait le jeune lieutenant qui était sorti de la ferme pour accepter la reddition de Tommy. Parmi les morts se trouvaient également 2 sergents chevronnés qui combattaient depuis l'invasion allemande de la Crète en 1941. C'étaient des soldats expérimentés, des survivants d'années de combats brutaux, et ils étaient tous morts en moins d'1 minute. La nouvelle se répandit à travers le régiment en quelques heures. Les soldats trouvèrent des prétextes pour passer devant la ferme, attirés par les preuves indéniables. Des éclats de grenades incrustés dans les murs, des corps gisant en groupes distincts, des traces de brûlures qui racontaient là d'histoires sans mots. Le commandant de compagnie de Tommy, le capitaine Morrison, arriva pour inspecter les lieux personnellement. Il fit le tour avec précaution, examinant tout, posant des questions, prenant des notes. Puis il prit Tommy à part et lui dit qu'il le recommandait pour la Croix de Victoria, la plus haute distinction militaire de l'Empire britannique.
La citation décrirait une bravoure et une ingéniosité exceptionnelles face à un ennemi en surnombre écrasant. Tommy hocha simplement la tête en silence. Il ne semblait ni excité ni fier, il semblait fatigué. Le soldat Jim Mackenzie, qui avait été cloué au sol dans le fossé pendant l'embuscade initiale, écrivit à propos de l'incident dans son journal ce soir-là. Son entrée disait « On pensait que Tommy devenait fou en se levant comme ça, en riant face aux Allemands. On pensait qu'on allait le voir mourir. Puis il s'est transformé en quelque chose de complètement différent, quelque chose de féroce et d'imparable. Jamais rien vu de pareil en 3 ans de guerre. Je ne pense pas revoir ça un jour. » Il nous a sauvé la vie aujourd'hui. Le sergent Fraser déclarerait plus tard dans un rapport officiel « Le soldat Higgins nous a sauvé la vie ce jour-là. Nous étions cloués au sol, subissant des pertes, sans moyen d'avancer ni de reculer. Il n'a pas attaqué aveuglément, il a réfléchi. Il a utilisé leur confiance contre eux, leur a fait croire qu'il avait complètement abandonné, puis a frappé quand ils s'étaient relâchés et regroupés. C'était brillant et terrifiant en même temps. » L'un des 3 survivants allemands était un jeune soldat nommé Hans Müller, âgé de seulement 19 ans. Il avait été grièvement blessé par des éclats de grenade et allait perdre son bras gauche. Lorsqu'il fut interrogé plus tard par l'intermédiaire d'un interprète, il décrivit Tommy comme le diable rieur. Il dit à l'interrogateur « Nous pensions qu'il se rendait, nous pensions qu'il était fou. » Nous avions tort sur les 2 points, il ne se rendait jamais, et il n'était pas fou. C'est nous qui étions fous de ne pas le prendre au sérieux, de penser qu'un soldat acculé n'était plus dangereux. Quand quelqu'un demanda à Tommy ce qu'il ressentait à l'idée d'avoir tué 19 hommes, il resta silencieux pendant un long moment. Son visage n'exprimait aucune émotion. Finalement, il répondit d'une voix plate. « Je me sens vivant, et mes camarades sont vivants, c'est tout ce qui compte sur le moment. Reposez-moi la question quand la guerre sera finie. » Puis il s'éloigna pour trouver un endroit tranquille où s'asseoir seul. Et un petit moment. Quand j'ai lancé cette chaîne, les gens me disaient que plus personne ne s'intéresse à l'histoire militaire canadienne. Je n'y croyais pas, et chaque fois que vous vous abonnez, vous leur donnez tort. Alors si ces histoires comptent pour vous, rejoignez le combat. Abonnez-vous à Canadiens en guerre. Continuons. Merci. Je vous en suis très reconnaissant. Maintenant, revenons à la vidéo. L'élimination du point fortifié allemand à la ferme permit à la compagnie de Tommy d'avancer 3 heures en avance sur le calendrier prévu. Ce qui aurait pu être une bataille coûteuse d'une journée entière pour déloger les défenseurs retranchés fut résolu en quelques minutes. Ces 3 heures comptaient. Chaque heure gagnée signifiait plus de terrain couvert, plus de territoire sécurisé, plus d'élan maintenu dans la poussée à travers l'Allemagne. La compagnie avança et sécurisa 2 autres villages le même jour, sans rencontrer de résistance sérieuse. Au niveau régimentaire, les commandants prirent note. L'incident devint une étude de cas utilisée dans les briefings et les sessions d'entraînement. Les officiers analysèrent ce qui s'était passé et en tirèrent des leçons. La leçon principale était simple mais puissante, ne jamais abandonner, même quand la situation semble désespérée. Des soldats individuels agissant avec initiative et courage pouvaient changer l'issue des batailles. L'histoire renforça également la doctrine existante sur l'importance des grenades dans le combat rapproché. Les rapports d'après-action recommandèrent que tous les fantassins portent un chargement maximal de grenades lors des opérations de nettoyage de bâtiments. Mieux valait porter du poids supplémentaire que de manquer de grenades quand on en avait désespérément besoin. L'histoire se répandit à travers les divisions canadiennes comme une traînée de poudre. Les soldats la racontaient et la répétaient dans les zones de repos, dans les postes de secours, pendant les accalmies des combats. Des détails s'ajoutaient et s'embellissaient à chaque récit, mais les faits essentiels restaient les mêmes. Un Canadien, 19 Allemands, 36 secondes. L'histoire devint partie intégrante de l'identité du régiment, de ce que signifiait être un soldat canadien. Elle renforçait l'image que les Canadiens avaient tous d'eux-mêmes, des combattants coriaces, ingénieux et dangereux qui n'abandonnaient jamais. Pour les commandants allemands, l'incident confirmait ce qu'ils croyaient déjà au sujet des troupes canadiennes. Les officiers de renseignement notèrent l'action de la ferme dans leur rapport de situation. Un rapport divisionnaire allemand de fin mars 1945 mentionnait spécifiquement la résistance fanatique et les tactiques agressives des forces canadiennes.
Le rapport citait l'action de Tommy comme exemple de la raison pour laquelle les soldats allemands ne devaient jamais sous-estimer un adversaire canadien, même un qui semblait se rendre. Le rapport avertissait que les soldats canadiens étaient entraînés à combattre individuellement avec une grande initiative, ce qui les rendait extrêmement dangereux, même en petit nombre ou lorsqu'ils étaient isolés. L'impact sur le moral des deux côtés fut significatif. Les soldats canadiens tirèrent confiance de cette histoire. Si un seul homme pouvait surmonter de telles probabilités, que pouvait en accomplir une section ou une compagnie entière? L'histoire devint la preuve que le courage et la rapidité d'esprit pouvaient surmonter la supériorité numérique. Elle validait l'entraînement agressif que recevaient les soldats canadiens. Du côté allemand, l'histoire eut l'effet inverse. Elle renforça le sentiment croissant qu'ils combattaient un ennemi qui tout simplement ne s'arrêterait pas, ne se rendrait pas, se battrait jusqu'au dernier homme. Cette connaissance était démoralisante pour les troupes allemandes déjà épuisées et à court de ravitaillement. Dans le contexte stratégique plus large de la guerre, un incident dans une ferme ne changea pas l'issue finale. L'Allemagne allait se rendre dans seulement 8 semaines. Le Rhin avait déjà été franchi en de multiples endroits. La fin de la guerre était inévitable. Mais l'histoire illustrait l'esprit combatif qui rendait l'avancée alliée si implacable et imparable. Les forces allemandes ne pouvaient pas se permettre d'erreur. Elles ne pouvaient pas se permettre de se relâcher, même un instant. Chaque patrouille canadienne, chaque petite unité, chaque soldat individuel était potentiellement mortel. Cette pression constante, cette incapacité à jamais se sentir en sécurité, usait la résistance allemande plus vite que la puissance de feu, seul n'aurait pu le faire. Les historiens militaires compareront plus tard l'action de Tommy à d'autres exploits célèbres de soldats individuels dans l'histoire militaire canadienne. Il y avait le sergent Tommy Prince, un soldat canadien autochtone qui mena d'incroyables missions de reconnaissance en Italie, travaillant souvent seul derrière les lignes ennemies. Il y avait le caporal Leo Clark qui remporta la croix de Victoria pendant la Première Guerre mondiale en attaquant seul une position allemande et en tuant plusieurs ennemis. Ces histoires devinrent partie intégrante du patrimoine militaire du Canada, des exemples de Canadiens individuels accomplissant des actes extraordinaires quand les circonstances l'exigeaient. La recommandation de Tommy pour la croix de Victoria fut finalement rétrogradée en médaille militaire, en raison de questions sur la conformité de sa fausse reddition avec les lois de la guerre. Beaucoup estimaient qu'il méritait la distinction supérieure, mais Tommy lui-même ne se plaignit jamais. Il portait la médaille quand c'était requis, mais sinon la gardait dans un tiroir et la mentionnait rarement. Thomas Higgins survécut à la guerre. Il resta avec le régiment des Regina Rifles pendant les dernières semaines de combat, alors que les forces alliées s'enfonçaient plus profondément en Allemagne. Fin avril 1945, son unité aida à libérer un petit camp de concentration, un lieu où les nazis avaient emprisonné et assassiné des innocents. Ce que Tommy vit là-bas le hanta pour le reste de sa vie. Il n'en parla jamais en détail, même à ses amis les plus proches. Mais ceux qui étaient avec lui, ce jour-là, dirent qu'il pleura. Ce soldat endurci qui avait ri face à la mort, qui avait tué 19 ennemis sans hésitation, se tint parmi les survivants de ce camp et pleura. Tommy était en Hollande quand l'Allemagne capitula le 8 mai 1945. La célébration autour de lui était immense. Les gens dansaient dans les rues, les soldats s'étreignaient et pleuraient de joie et de soulagement. Mais Tommy restait assis tranquillement, pensant à tous les hommes de son régiment qui n'avaient pas survécu pour voir ce jour. Les places vides, là où des amis se trouvaient autrefois. Les visages qu'il ne reverrait jamais. Il reçut sa médaille militaire lors d'une cérémonie en juin 1945. Le commandant épingla le ruban sur sa poitrine devant le régiment assemblé. Selon les témoins, quand l'officier recula et salua, Tommy dit doucement « Je préférerais avoir les gars qui n'ont pas survécu, monsieur. » Le commandant, lui-même vétéran des 2 guerres mondiales, répondit « Il préférerait que vous soyez là pour vous souvenir d'eux, soldats. » Tommy hocha la tête et ne dit rien de plus. Tommy retourna en Saskatchewan fin 1945 sur un navire de transport de troupes bondé de soldats rentrant chez eux. Il épousa son amour d'enfance, Ruth, début 1946.
Elle l'avait attendu pendant 3 ans et demi de guerre, écrivant des lettres chaque semaine, même quand des mois passaient sans recevoir de réponse. Ils achetèrent une petite ferme à l'extérieur de Regina et élevèrent 4 enfants ensemble. Tommy travaillait la terre comme son père l'avait fait, se levant avant l'aube, travaillant jusqu'à la nuit tombée, trouvant la paix dans le rythme simple de la vie agricole. Comme la plupart des hommes de sa génération, Tommy ne parla jamais de la guerre à ses enfants. Quand ils demandaient ce qu'il avait fait pendant la guerre, il disait simplement « J'étais soldat » et changeait de sujet. Ce silence était courant chez les vétérans. Les choses qu'ils avaient vues et faites étaient trop terribles pour être partagées avec les gens qu'ils aimaient. Ils portaient ces souvenirs seuls, enfouis profondément, enfermés à clé. Mais Tommy entretenait des amitiés avec d'autres vétérans de son régiment. Ils organisèrent des réunions annuelles où ils pouvaient parler à des gens qui comprenaient, qui avaient été là, qui savaient ce que c'était sans avoir besoin d'explications. En 1982, un historien militaire faisant des recherches sur les actions canadiennes pendant la campagne du Rhin retrouva d'une manière ou d'une autre l'adresse de Tommy. L'historien appela et demanda si Tommy accepterait de faire une interview sur l'incident de la ferme. Tommy, alors âgé de 61 ans et retraité de l'agriculture, hésita. Il n'avait pas parlé de ce jour en détail depuis 1945, mais finalement il accepta. L'interview fut enregistrée sur bande magnétique et fournit bon nombre des détails spécifiques qui devinrent plus tard partie intégrante de l'histoire officielle du régiment. En écoutant cette bande, on peut entendre la voix de Tommy se briser à plusieurs reprises quand il parle des hommes qui sont morts, tant allemands que canadiens. Tommy mourut en 1998 à l'âge de 77 ans de cause naturelle. Sa nécrologie dans le journal de Regina mentionnait son service militaire en une seule ligne. Thomas a servi dans l'armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale. La plupart des gens qui lurent Naka lire cette nécrologie n'avaient aucune idée de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait survécu, de ce qu'il avait porté en lui pendant plus de 50 ans. Mais ses camarades vétérans savaient. À ses funérailles, 7 membres du régiment des Regina Rifles, tous des hommes dans la soixante-dizaine, servirent de porteurs de cercueil. Ils avaient servi avec lui, ils connaissaient son histoire. Ils l'honorèrent comme les soldats honorent les soldats. Parmi les morts allemands à cette ferme se trouvait le lieutenant Wilhelm Hartmann, âgé de 23 ans. Son corps fut d'abord enterré dans un cimetière militaire temporaire près du Rhin. Après la guerre, les restes de Wilhelm furent transférés dans un cimetière de guerre allemand permanent où sa femme Greta venait chaque année jusqu'à sa mort, en 1987. Wilhelm n'avait jamais rencontré sa fille, elle était née 2 mois après sa mort. Cette fille grandit, devint enseignante et se consacra à l'éducation à la paix. Dans une interview de 1985 pour un documentaire sur la guerre, elle déclara « Je ne blâme pas l'homme qui a tué mon père. Je blâme la guerre qui les a mis tous les deux dans cette situation terrible. Tous les deux essayaient simplement de survivre. » Le soldat Jim Mackenzie, qui avait écrit sur Tommy dans son journal, fut tué 3 semaines après l'incident de la ferme lors de combats dans le nord de l'Allemagne. Il avait 21 ans. Son corps fut enterré dans un cimetière de guerre canadien aux Pays-Bas. Son journal fut rendu à sa famille et finalement donné à un musée militaire où les visiteurs peuvent lire son récit de ce jour de mars 1945. Le sergent William Fraser survécut à la guerre et retourna en Nouvelle-Écosse. Il travailla comme pêcheur jusqu'à la retraite, passant ses journées sur l'océan Atlantique. Il gardait une photographie de sa section de mars 1945 sur sa cheminée. Tommy est au premier rang sur cette photographie, l'air incroyablement jeune, plissant les yeux dans la lumière du soleil. Fraser mourut en 2003 à l'âge de 82 ans. Dans son testament, il laissa des instructions pour que la photographie soit donnée au musée régimentaire des Regina Rifles, afin que l'histoire de Tommy soit préservée. Hans Müller, le soldat allemand de 19 ans qui survécut à l'attaque à la grenade de Tommy, perdit son bras gauche et souffrit de dommages auditifs permanents. Après s'être rétabli dans un hôpital pour prisonniers de guerre, il fut renvoyé en Allemagne en 1946. Il devint finalement charpentier malgré son handicap, apprenant à travailler d'une seule main. Il se maria, eut des enfants et des petits-enfants,
En 1994, il écrivit une lettre à un historien faisant des recherches sur la bataille. Dans cette lettre, il dit qu'il ne portait aucune haine envers le Canadien qui l'avait blessé. « La guerre transforme les hommes en choses qu'ils n'ont jamais voulu être », écrivit-il. « Je suis simplement reconnaissant d'avoir survécu pour voir mes petits-enfants. » La ferme où l'action eut lieu n'existe plus. Elle fut détruite lors de combats ultérieurs et ne fut jamais reconstruite. La terre redevint agricole après la guerre. Des champs paisibles de blé et d'orge, là où autrefois des hommes tuèrent et moururent. En 1995, à l'occasion du 50e anniversaire des traversées du Rhin, l'association des Regina Rifles plaça un petit monument en pierre sur le site. L'inscription est simple. En ce lieu, mars 1945, le soldat Thomas Higgins, Regina Rifles, fit preuve du courage et de l'ingéniosité pour lesquels les soldats canadiens sont reconnus. 19 ennemis tombèrent, de nombreux amis vécurent, n'oublions jamais. Tous les quelques ans, quelqu'un dépose des fleurs fraîches au pied du monument. Parfois c'est un vétéran canadien ou des membres de leur famille. Parfois ce sont des résidents allemands, locaux, qui connaissent l'histoire de leur terre. Les fleurs incluent toujours des coquelicots, le symbole du souvenir pour ceux qui sont morts à la guerre. L'incident est enseigné dans les centres d'entraînement au combat des forces canadiennes comme exemple d'initiative individuelle et de l'importance de ne jamais abandonner, même dans des situations désespérées. Cependant, les instructeurs prennent soin d'ajouter du contexte. La tactique de la fausse reddition, bien qu'efficace, soulève des questions éthiques sur les règles de la guerre. Les stagiaires apprennent que de telles actions doivent être soigneusement considérées, car elles peuvent avoir des conséquences pour d'autres prisonniers de guerre. La leçon ne porte pas seulement sur le courage de Tommy, elle porte sur les choix moraux complexes auxquels les soldats y font face quand la survie et le devoir entrent en collision. Le régiment des Regina Rifles conserve l'histoire dans ses annales officielles. Les nouvelles recrues entendent parler de Tommy Higgins pendant leur première semaine d'entraînement. Le musée régimentaire à Regina expose sa médaille militaire, son fusil Lee Enfield donné par la famille après sa mort et des photographies de ce jour de mars 1945. Une photographie prise par le photographe de la compagnie quelques heures après l'action montre les conséquences à la ferme. C'est une image glaçante, les visiteurs se tiennent devant, en silence, essayant d'imaginer ce qui s'est passé pendant ces 36 secondes. Les historiens militaires continuent de débattre de la véritable signification de l'action. Certains soutiennent que ce fut un incident mineur, dans une campagne massive, intéressant, mais pas stratégiquement important. D'autres croient qu'il représente quelque chose de plus grand sur ce qui rendit la victoire alliée possible. Le courage individuel, la flexibilité tactique, le refus d'accepter la défaite. Un historien écrivit qu'en ces 36 secondes, Tommy Higgins incarnait tout ce qui rendait les soldats canadiens si efficaces et si redoutés par leurs ennemis. L'histoire contribue à la relation compliquée du Canada avec son histoire militaire. Le Canada est une nation pacifique qui préfère la diplomatie à la guerre. Pourtant, les Canadiens ont combattu avec un talent et un courage extraordinaires quand on a fait appel à eux. Des histoires comme celle de Tommy fournissent des exemples concrets de cette excellence sur le champ de bataille. Elles aident un pays qui peine souvent avec son identité militaire à comprendre ce que ses soldats ont accompli. Mais l'histoire porte aussi un avertissement. La guerre exige des choses terribles de gens ordinaires. Tommy tua 19 hommes et porta ce poids pendant 53 ans par la suite. La victoire eut un coût qui ne peut se mesurer en médailles ou en monuments. En 2015, à l'occasion du 70e anniversaire des traversées du Rhin, un petit groupe se rassembla au monument en pierre en Allemagne. Parmi eux se trouvait la fille de Tommy, alors âgée de 68 ans. Elle avait apporté un enregistrement de l'interview de son père de 1982, celle où il avait enfin parlé de ce jour-là. Elle en diffusa une partie pour le groupe assemblé. La voix de son père, grésillant à travers un haut-parleur portable, porté par le vent à travers les mêmes champs où il avait combattu. Ces mots étaient soigneusement choisis, comme ils l'étaient toujours quand il parlait de la guerre. Les gens demandent si je suis fier de ce que j'ai fait ce jour-là. La fierté n'est pas le mot que j'utiliserai. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre et pour aider mes amis à survivre. S'il y a quelque chose dont on peut être fier, c'est que nous nous en sommes tous sortis.
Ceux d'entre nous qui l'ont fait ont essayé de construire quelque chose de meilleur après. C'est le véritable héritage de tous ceux qui ont servi. Pas les tueries, pas les médailles, la construction qui est venue après, les familles que nous avons élevées, les communautés que nous avons renforcées, la paix que nous avons essayé de préserver pour que d'autres n'aiment pas à faire ce que nous avons fait. Après la fin de l'enregistrement, la fille de Tommy ajouta ses propres mots. « Mon père était un homme doux, un homme bon, un bon voisin et un père aimant. Mais la guerre l'a obligé à faire des choses qui l'ont hanté pour toujours. Il n'a jamais célébré ce qui s'est passé ici. Il s'en souvenait, honorait ceux qui étaient morts des deux côtés et essayait de vivre une vie digne de sa survie. C'est tout ce que chacun de nous peut faire avec les cadeaux terribles que l'histoire nous donne. La guerre crée des moments de terrible clarté. La vie ou la mort, tuer ou être tué, agir ou mourir. Dans cette ferme en mars 1945, Tommy Higgins fit face à un tel moment et fit un choix qui sauva sa vie et celle de ses camarades au prix de 19 ennemis. Était-ce héroïque, selon les critères militaires? Oui. Était-ce tragique? Également, oui. La guerre n'offre pas de choix moraux nets. Elle offre la survie ou la mort. Et des hommes comme Tommy choisirent la survie avec tous les moyens dont ils disposaient. L'héritage ne réside pas seulement dans l'action elle-même, mais dans ce qui vint après. Tommy vécut une bonne vie, il éleva une famille, il contribua à sa communauté. Il porta le poids de ce qu'il avait fait avec une dignité tranquille et enseigna à ses enfants, non par les mots mais par l'exemple, que la force signifie plus que la violence et que le courage signifie plus que tuer. En fin de compte, nous nous souvenons de Tommy Higgins, non pas parce que tuer 19 hommes est quelque chose à célébrer, mais parce que son histoire capture quelque chose de vrai sur la guerre, son horreur, ses exigences, son coût, et les gens ordinaires qui firent des choses extraordinaires parce que les circonstances l'exigeaient. Nous nous souvenons, non pour glorifier mais pour comprendre, non pour célébrer mais pour honorer, et avec espoir, pour apprendre. Comme le monument en pierre en Allemagne le rappelle à tous ceux qui le visitent, n'oublions jamais. Nous nous souvenons non pas parce que la guerre est glorieuse, mais parce que le prix de l'oubli est trop élevé. Nous nous souvenons des Tommy et des Wilhelm, des survivants et des tombés, des vainqueurs et des vaincus. Nous nous souvenons pour que peut-être un jour nous puissions enfin cesser de créer des histoires comme celle-ci.